Et bienvenue à la causerie de ce lundi matin avec nous sur ce plateau. Abel Dako, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria. C'est une radio étrangère basée à Chicago. C'est une radio de la diaspora africaine qui est basée à Chicago, comme vous le dites si bien. Merci de répondre présent à notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être invité sur ce plateau. Un plaisir partagé. En face de vous, Elia Djeran, un collègue de la rédaction ici à ETLELI. Bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour Claudie. Bonjour, merci d'être au rendez-vous de cette émission. Et donc, avec vous, nous allons décrypter ce taux de réussite au BEPC, 56,72%. Monsieur Dako, dites-nous, quels sont selon vous les facteurs qui ont favorisé ce taux de réussite? Écoutez, plusieurs facteurs ont favorisé ce taux de réussite. Au nombre de ces facteurs, il faut commencer par dire qu'il y a le fait que le gouvernement, cet actuel gouvernement a voulu donner un nouveau souffle au système éducatif béninois, un système éducatif béninois qui, depuis les années 90 tout au moins, a connu quelques balbutiements. Mais depuis 2016, il faut comprendre que le gouvernement a voulu prendre les taureaux par les cornes en rénovant carrément le système éducatif béninois, en y introduisant un certain nombre de réformes. On y reviendra. Mais pour ce taux que nous avons connu cette année au BEPC, il faut d'abord comprendre que tous les acteurs du système, il faut bien insister là-dessus, ont été remis au pas carrément parce que c'était la première des choses à faire pour pouvoir obtenir ce résultat. Du coup, donc au niveau des apprenants également, ils ont compris que quand la danse change, il faut également que la cadence change. Alors, ils ont été remis au pas comment? Ils ont été remis au pas justement par rapport à ce fait que désormais dans l'école béninoise, il faut comprendre que le candidat doit être à l'heure, puisque l'enseignant lui-même il est à l'heure désormais, puisque l'administration de l'école béninoise aussi est à l'heure désormais, parce que c'est par rapport à cela que l'administration est appréciée et en amont. Il faut dire que c'est par rapport aux résultats également. À partir de cet instant, donc, les apprenants aussi ont compris que, attention, il faut véritablement jouer sa part sa partition pour qu'on aboutisse à ces résultats-là. Parce que quand vous considérez les années 10 ans au moins en arrière, pour ne pas dire 9 ans, quand on considère les résultats avec les statistiques donc des BEPC de 2010 à 2016, au moins pour ne pas dire jusqu'à cette année, l'année au cours de laquelle on a connu un résultat qui semble avoisiner ce taux que nous avons connu, c'est l'année 2016 avec un pourcentage de 51,13%. Avec un total de 90 245 candidats inscrits au cours de cette année-là. D'accord, on va y revenir dans le cours de cette émission. Alors, Elia Djeran, comment vous appréciez ce résultat obtenu? Oui, d'abord, il faut me permettre de présenter toutes mes félicitations aux candidats. Et c'est également une félicitation à tous les acteurs du système éducatif béninois. Parce que déjà, derrière un enfant, il y a déjà ses parents, il y a ici les enseignants, et aussi, bien évidemment, le ministre de l'enseignement secondaire, qui, d'abord, est un acteur qui connaît bien la maison, qui, depuis des années, a pu donc travailler dans ce secteur, qui comprenait en réalité les difficultés auxquelles était assujetti donc, le système éducatif béninois. Je crois, pour ma part, que c'est déjà les différentes actions insufflées déjà par le gouvernement à travers donc, ce ministre, qui a pu donc donner le résultat que nous avons obtenu. C'est vrai que quand on essaie donc de comparer le taux de réussite avec celui de l'année dernière, on comprend déjà qu'il y a une avancée très considérable. Ah oui. Déjà même plus donc de 50%, parce que l'année dernière on avait 8, et quelques, il y avait assez d'échecs. Donc déjà, avec la réforme qui a été déjà introduite, où déjà on a d'abord démarré les années et la rentrée scolaire depuis septembre, déjà on a pu soustraire aujourd'hui, on a pu empêcher la grève, l'année a été donc stable, il n'y a pas de raison. Et déjà aussi les enseignants eux-mêmes qui ont été déjà bien, c'est-à-dire une nouvelle dynamique qui a été insufflée aux enseignants en leur demandant donc, en renforçant d'abord leurs capacités. C'est vrai qu'autrefois ils n'ont pas été entièrement satisfaits, mais néanmoins on sent en eux qu'il y a déjà une volonté manifeste de pouvoir travailler davantage et d'accompagner les enfants. Donc je puisse me dire déjà que toutes ces actions mises ensemble ne peuvent que concourir à ce résultat que nous venons d'obtenir.
c'est déjà un effort très louable et cela, il faut donc faire pérenniser ces genres d'actions. Donc je puisse me dire déjà que ce taux de réussite que nous avons obtenu cette année n'est juste que la conjugaison donc, de tous les efforts, de tous les acteurs, que ce soit même à partir donc, des enfants jusqu'au niveau étatique. Très bien. Abel Dako, lorsqu'on parle de réformes, il faut peut-être les expliquer afin que les gens voient un peu la pertinence de ces réformes-là. On passe de 28% à 56% d'une année à une autre. Et on a constaté que cette année-là, cette année qui s'achève, est une année apaisée, sans anicroche, sans mouvement de grève du tout, avec la rentrée qui a été même lancée très vite. Est-ce que c'est ça qui a pesé dans la balance si tant? Mais vous faites bien de poser la question. Vous voyez, je n'ai pas commencé tout de suite par ces facteurs-là. Parce que vous savez, moi je me plais bien à le dire, on peut dire désormais il n'y a plus de grève dans le secteur. Mais qu'est-ce que les acteurs peuvent faire véritablement dans nos classes respectives? C'est cela. C'est pour cette raison que moi je classe ces facteurs-là en dernière position. C'est vrai que ce sont des facteurs considérables. Il n'y a plus de mouvement de grève qui menace l'année scolaire. Nous sommes rentrés très tôt, déjà en septembre, et on finit pratiquement au cours de ce mois-ci. Et donc le système éducatif béninois a connu normalement les 9 mois qu'il faut pour qu'on parle d'une année scolaire validée ou tout ce que vous voulez. Mais voyez-vous, en classe, ce sont des facteurs en amont qui m'intéressent, moi, puisque les facteurs en aval, comme je viens de le dire, ces facteurs-là sont arrimés au premier facteur. Et donc, on peut ne pas aller en grève et ne pas faire le travail. Oui. Et donc, c'est une volonté manifeste des enseignants, d'abord, qu'il faut saluer ici. Ce sont eux qui ont accompagné ces apprenants-là dans les classes respectives et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut comprendre que l'année dernière, l'année scolaire a été secouée par de véritables mouvements de grève, mais qu'ils vous souviennent, on a connu, j'ai fait référence à ce document-là où en 2013, on a eu ce taux-là, mais figurez-vous, cette année-là aussi a connu quelques mouvements de grève, même si ce n'est pas des mouvements de grève qui ont été de grande envergure, mais cette année, on n'en a pas connu du tout. Et donc, on peut dire donc qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a que le système en lui-même a été carrément épuré, nettoyé. Figurez-vous, vous savez ce qui se passe désormais en République du Bénin et ça étonne positivement, c'est que désormais, même si les collèges privés connaissent l'engouement qu'ils ont toujours connu, c'est qu'aujourd'hui, pour la plupart de ces candidats, les parents ont enlevé donc leurs élèves de certains collèges privés et les ont ramenés dans le système éducatif béninois national parce que nos cours secondaires et nos lycées aujourd'hui prêtent à ce qu'on peut avoir confiance en ces établissements-là pour envoyer ses enfants. C'est un facteur très important. Autrefois, ce n'était pas le cas lorsque l'enfant fait le parcours jusqu'en classe de 4e. Quand il s'agit de faire la classe de 3e, les parents, pour éviter ces situations-là, enlèvent les enfants des collèges publics pour les envoyer dans les collèges privés. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est à tout le contraire qu'on assiste. Et c'est tant mieux pour le système éducatif béninois. C'est vrai qu'il y a un manager à la tête de ce secteur éducatif aujourd'hui qui s'y connaît très bien avec les différents contours que le système peut connaître, avec les difficultés que le système peut connaître et également avec le management nécessaire qu'il faut par rapport aux enseignants, aux acteurs de ce système, que ce soit et donc des enseignants en situation de classe jusqu'aux autorités à divers niveaux en passant donc par les directions départementales de l'enseignement et autres. Alors, pour apprécier les réformes engagées, Elie Adiran, on va faire un petit exercice, c'est qu'on retourne en 2016 où, par exemple, à l'installation de ce gouvernement, le BEPC de 2016 a donné un peu plus de 16%. En 2017, on est allé à 50% pour redescendre à 28% en 2018 avec les mouvements de grève qu'on a vécu. Également pour remonter en 2019 à 56,72%. Est-ce qu'on a raison de dire que les réformes engagées dans le système pour redynamiser cet examen national ont-elles vraiment payé? Effectivement, vous savez, tel que vous venez donc de l'énumérer, avec ces écarts obtenus tout au long du parcours en matière donc, du taux de succès, on va essayer de nous accentuer sur 2 paramètres spécifiques, notamment le résultat de l'année dernière et celui donc de cette année. Parce que vous voyez, le taux de l'année passée, il y a plus d'échecs. Ça voudrait dire que les candidats qui se sont donc présentés cette année sont déjà en effectif beaucoup plus considérable.
Alors, avec ce succès, on pourrait déjà se dire que c'est les différentes réformes, parce que depuis 2016, c'est déjà une série de réformes qui ont été donc introduites dans le système éducatif. Maintenant, ça a connu son épilogue beaucoup plus l'année dernière, mais avec le résultat de cette année, cela donc vient donc s'affirmer. Déjà, puisque vous comprenez que par le passé, on avait commis des années perdues. On a voulu maintenant se saisir la matière. Avec une année stable qui a été réglementairement respectée, une année non perturbée, avec 9 mois de cours accélérés, les enseignants, malgré déjà en réalité et les différentes réformes où ils ne sont pas entièrement satisfaits, ont pu faire le travail. Et déjà même les élèves eux-mêmes ont compris qu'avec les réformes, il faut donc se mettre à l'œuvre. Déjà, le gouvernement, à sa part, est en train donc de pouvoir leur faire des promesses, en train de vouloir avancer progressivement. Mais déjà, au regard donc des différentes considérations qu'on pourrait qualifier un peu d'intérêt personnel, etc., les gens se sont mis au-dessus de la mêlée. Ils ont compris l'intérêt qu'il fallait donc se mettre au travail et obtenir le résultat. Déjà, avec ces différents paramètres, on n'a pas de raison à se dire qu'il y a une avancée. Maintenant, ce qu'il faut aussi déjà notifier, c'est de comprendre déjà aussi que la plupart des acteurs qui étaient déjà dans les administrations, nous avons des enseignants qualifiés qui, pour des raisons politiques, deviennent des chefs d'établissement dans les administrations. On a déniché tous ces acteurs qui sont revenus à la grève. Ça voudrait dire qu'il y a déjà les vrais acteurs qui sont maintenant au chevet donc des enfants. Il n'y a pas de raison que cela ne soutienne. Même si aujourd'hui vous voyez aussi le résultat, le directeur des examens, vous l'a su rappeler. D'accord. Déjà, pour des raisons techniques, on va revenir à vous tout à l'heure. Abel Dako, quelle analyse faites-vous de ces résultats que l'on enregistre en dents de scie chaque fois? Puisque en 2016, 16% carrément. En 2017, on a enregistré un pic en hausse. En 2018, c'est revenu tout bas, 28%. Et cette année encore, on remonte à 56%. Comment expliquer un peu ces résultats que l'on enregistre en dents de scie? Ces résultats enregistrés en dents de scie ne datent pas, il faut commencer par le dire, ne datent pas d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, en 2010, on a eu un taux de 44%. En 2011, on va descendre en deçà de 44% pour 43%. Et en 2012, on va descendre carrément pour 30%, 60%. Et en 2013, 51% pour rechuter encore en 2014 à 47%, 54%. En 2015 à 29%, 99%, etc. Donc, vous voyez, il faut dire que avec la plupart des apprenants que nous avons, il y a également que, hormis tous ces facteurs que nous avons cités, il y a des facteurs psychologiques dont il faut tenir compte et il y a des facteurs qui sont relatifs donc à ces candidats que nous avons. Vous savez, de plus en plus, on a des candidats jeunes, pour ne pas dire des enfants, des tout petits enfants. Et également, il faut signaler que dans cette mêlée-là, dans cette foulée-là, il y a également des candidats un peu plus âgés, etc., etc. Mais outre ces facteurs, il faut dire que aujourd'hui, en tout cas, depuis la rentrée dernière, hormis le facteur dont le confrère a parlé tout à l'heure, les directeurs qui ont été nommés ont eu des cahiers de charge. Parce que c'est justement par rapport à ces cahiers de charge que désormais ils seront appréciés. C'est l'autre facteur dont il faut tenir véritablement compte. Et donc aujourd'hui, ces directeurs-là ont de comptes à rendre par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus. Du coup, chacun d'eux s'est mis véritablement dans la bataille en se lançant véritablement à la tâche, en organisant des séances de travaux dirigés. C'est vrai que ces séances existaient déjà, mais elles ont été renforcées pour la plupart. Parce que, voyez-vous, désormais, c'est devenu une lutte très âpre entre ces directeurs-là, entre ces directeurs d'établissement. Parce que lorsque vous voulez être en ville, par exemple, et être à la tête d'un collège d'enseignement général qui est en vue, il faut pouvoir vous imposer par rapport aux résultats que vous aurez obtenus au cours de l'année scolaire. Donc voilà autant de facteurs qui ont fait que, et je dis que c'est tant mieux pour le système éducatif béninois, c'est des facteurs qui n'existaient pas. Et on se dit tant mieux, parce que moi dans ce pays j'ai entendu des directeurs au cours des appréciations des résultats se dire de quoi je me mêle si ces candidats-là ne travaillent pas. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas être véritablement le cas. Elie Adiran, on parle des encadreurs, des réformes qui ont été menées au niveau des encadreurs, notamment les directeurs d'école, les enseignants, et on oublie presque cette réforme
introduite au niveau de la classe de 3e, c'est que sans la moyenne de classe, l'élève ne peut pas passer en seconde, même s'il a le BPC. Tout ça aussi, c'était les moyens de pression pour obliger les élèves à être au pas. Oui, est-ce que moi je parlerai de moyens de pression, mais je dis que c'est ce qui doit être de norme. Parce que figurez-vous, il est arrivé un moment, depuis ils ont permis cette situation-là. Des gens vont au second cycle, ils obtiennent même le bac sans le BPC. Ironie du sort, c'est une magie inconcevable. Donc je me dis pour ma part qu'en réalité, déjà les deux, on va essayer de les caricaturer presque un peu. Disons qu'en réalité, tu vas à la forêt, tu vas à la chasse avec ton fusil et puis tu n'as qu'une seule balle. Et tu as trouvé 2 gros gibiers que tu veux apporter chez toi. C'est le BPC et la moyenne des classes. Quand tu te mets en réalité dans cette posture, tu travailles résolument pour revenir avec les 2 gibiers. Je crois que c'est cette mesure-là qui a été donc spécifiée et déjà on a ramené ça. Et je crois que c'est de norme. Même si aujourd'hui tu as le BPC, tu n'as pas la moyenne de classe, tu reprends la classe de 3e pour essayer donc d'obtenir les moyennes avant d'aller en classe supérieure. Je crois que ça fait partie des différentes mesures nécessaires qui étaient donc indispensables pour pouvoir insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur éducatif. Figurez-vous aussi, il faut aussi revenir à montrer que les enseignants qui par le passé revenaient et eux-mêmes n'étaient pas aussi bien outillés. On avait en réalité d'autres enseignants de fait. Ils y venaient parce que forcément on avait voulu se trouver une petite occasion d'emploi et tout. Désormais, ils ont renforcé leur capacité. Ce n'est pas mauvais en soi. Désormais, la vocation revient progressivement. Les acteurs qui sont là essaient donc de pouvoir comprendre l'enfant parce qu'il doit y avoir un dialogue direct entre l'enseignant et l'apprenant. S'il n'y a pas en réalité ces petits dialogues, ça ne peut pas aussi faire prospérer. Figurez-vous aussi, l'autre facteur, c'est qu'aujourd'hui, même cette année, au cours donc de la délibération, le DEC est revenu sur plusieurs aspects. Des enseignants qui, pour des tentatives de fraude, sont déjà jetés en prison. C'est également des actions pour amener par le passé. On a compris qu'il y avait une forme de lacisme, il y avait des questions de copinage, d'autres intérêts. Je crois qu'on est en train donc de revoir le vrai visage de l'éducation béninoise et de l'éducation béninoise. On peut déjà commencer par espérer que d'ici quelques années, nous ayons véritablement des enfants de type nouveau pour une école de type nouveau et progressivement on va donc parvenir à pouvoir redonner une nouvelle place donc du quartier latin à notre pays. Je me dis aujourd'hui que l'éducation, ça passe par les vrais acteurs et il faut mettre les sachants. Aujourd'hui, le ministre de l'enseignement secondaire est resté pendant longtemps dans ce secteur. Il comprend les vraies difficultés donc, de ces enseignants. On doit aussi saluer l'effort de ces acteurs, de ces enseignants qui eux-mêmes, malgré que leur satisfaction ne soit pas encore entièrement prise en compte, comprennent qu'il faut d'abord travailler et l'intérêt viendra comme Abel Dako le disait tout à l'heure, n'est plus désormais directeur n'importe qui. En effet. Il y a des critères désormais pour être responsable d'établissement. Et lorsqu'on arrive à vous responsabiliser pour gérer un collège, vous savez que vous avez l'obligation des résultats. Parce que le cahier de charge est là. Si vous n'atteignez pas un certain taux, c'est qu'on va vous décharger et c'est la sanction qui l'accompagne. Mais il faut aussi saluer aussi l'effort des parents qui désormais comprennent que au-delà que les enseignants sont en train de faire leurs travaux, c'est que dans les maisons, dans les ménages, au moins sur 2 parents, il y a au moins un parent qui donne un répétiteur à son enfant. Ça veut dire que tous les moyens sont désormais déployés. Par le passé, les efforts sont consentis, mais les résultats ne sont pas là. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience professionnelle qui anime tous les acteurs, que ce soit de l'enfant lui-même. L'enfant lui-même qui se dit que désormais, si je ne réussis pas, c'est que j'ai telle sanction. Donc, je puisse me dire qu'à tous les niveaux, on est en train donc de pouvoir reconstruire l'éducation béninoise et peu à peu, on finira par le hisser à un niveau beaucoup plus avancé dans notre pays. Abel Dako, les enseignants, désormais aussi, on sait que s'il y a certains acteurs qui sauvent beaucoup plus le système éducatif, notamment dans l'enseignement secondaire, ce sont les honoraires, qu'on appelle communément les vacataires. Cette année, on n'en a pas recruté vraiment. Est-ce que ça a participé d'une certaine stabilité au niveau des enseignants? D'une certaine stabilité, oui. Il faut dire que ça fait partie également des réformes mises en place par le ministre en charge de l'enseignement secondaire, de l'insertion de la secondaire technique et de la formation professionnelle. Oui. Merci infiniment. Vous savez, le ministre a finalement compris qu'il ne sert à rien de remettre en cause tout le temps cette frange d'enseignants qui, il faut le noter, fait partie donc de la plus
plus grosse partie des enseignants qui animent le système éducatif béninois, malgré et donc leur background qui peut être remis en cause, etc., etc. Et donc du coup, depuis 3 ans, le ministre à travers donc un décret est revenu sur ce fait. Lorsque on ne reproche pas à l'enseignant, aujourd'hui on les appelle un peu plus de façon courtoise, des prestataires de services pédagogiques, lorsqu'on ne leur reproche pas à grande chose, donc on peut reconduire donc leur contrat au niveau de l'établissement. Dans le cas contraire, on peut toujours remettre en cause le contrat de ceux-là. Et cette année, vous voyez, le directeur départemental a déjà signé un communiqué à travers lequel donc ceux qui désirent, pour davantage renforcer cette catégorie d'enseignants, ceux qui le désirent, donc peuvent aller déjà déposer leur dossier au niveau des établissements pour pouvoir se mettre à la tâche pour accompagner le système éducatif béninois. Je dis que c'est tant mieux pour le système parce qu'autrefois, vous savez, lorsque c'est un nouveau directeur qui est nommé, il fait partie de tous ceux qui sont là pratiquement, qui ont déjà des expériences et il appelle les siens pour pouvoir leur permettre de joindre les deux bouts également, alors qu'on ne peut pas tricher avec le système éducatif. Vous savez, un jour, j'ai écouté un directeur qui disait ceci, je le cite, le système éducatif, l'enseignement en l'occurrence, est comme le métier d'un chirurgien. Quand vous apprenez mal à l'enfant à opérer, demain, il opérera mal. Fin de citation. Donc on ne peut pas jongler avec... On peut jongler avec tout, mais on ne peut pas jongler avec le système éducatif. Et c'est ce que ce gouvernement a compris. Et lorsqu'il met au centre de sa politique la jeunesse, l'éducation, puisque la jeunesse, on a coutume de le dire, c'est le fer de lance de la société. Une jeunesse mal éduquée, c'est une bombe à retardement et c'est tout le pays qui en paie le prix, c'est toute la nation qui en paie le prix. Et donc aujourd'hui, ces enseignants, même eux aussi, ils savent que ces prestataires de services, que à partir du moment où je suis rémunéré par rapport à la tâche que je fais, par rapport à l'œuvre que j'accomplis au quotidien, ils prennent sérieusement à bras le corps et accompagnent donc tous les acteurs, que ce soit les ACE, les APE ou les autres corps. Alors Elie, quelles sont les perspectives pour pouvoir maintenir peut-être ce résultat ou faire davantage mieux les années à venir? Comme perspective, nous sommes en train de l'observer, il faut juste encore les pérenniser. Vous voyez, il y a désormais en réalité ça dit une répartition équitable des enseignants. Il n'y a plus de personnes, il n'y a plus des enseignants qui soient spécialisés dans la zone méridionale et d'autres envoyés au nord. Et déjà, cela s'illustre aisément avec le taux de réussite. On a compris que le Borgo vient en tête. Ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est de montrer qu'en réalité, que l'enseignant qui est à Parakou, qui est peut-être à Tchoumi-Tchoumi, a le même potentiel que celui donc, qui est à Cotonou et tout. Donc, il a les mêmes potentialités. Voilà, ils ont les mêmes potentialités et puis donc à parvenir au même résultat. Ça voudrait dire que c'est les mêmes enfants, ils peuvent donc, ils composent les mêmes épreuves, donc forcément ils seront évalués de la même manière. Aujourd'hui, l'autre aspect, c'est également le volet donc de l'évaluation des propres enseignants. Il est organisé récemment un examen, une évaluation pour pouvoir diagnostiquer et comprendre, voir le niveau des enseignants et leur donner une nouvelle mesure de mise à niveau. Ça voudrait dire que c'est déjà également une avancée qu'on est en train d'avoir. Pour l'instant, en matière de perspective, on ne peut d'abord qu'encourager d'abord le gouvernement dans son élan, de vouloir d'abord assainir et de pouvoir encore mettre plus de nouveaux aspects, en passant déjà par les questions, les nouveaux cahiers de charges, et aussi même rappeler déjà les formes de recrutement. On est en train de voir déjà les prestataires de services. C'est vrai que par le passé, c'était n'importe qui, chaque enseignant en ayant un Bac+3 peut déjà enseigner dans d'autres matières. Il faut la question de la spécialisation, parce qu'en matière donc de la pédagogie, désormais il faut avoir le diplôme de la discipline même avant de pouvoir l'enseigner. Ceux qui sortent déjà dans les écoles de formation professionnelle, ceux du PAPES, du CAPES, etc. Il faut désormais certains diplômes spécifiques donc à l'enseignement. Donc je crois qu'avec tous ces paramètres, progressivement, on est en train de tendre vers la perfection. C'est vrai que ce n'est pas. Et aussi que le gouvernement ambitionne aussi améliorer les conditions de vie et de travail de ces mêmes enseignants, parce que ce sont eux qui bâtissent les autorités de demain.
Abel, oui. On ne peut pas changer une équipe qui gagne, a-t-on l'habitude de dire. Moi, je pense que le gouvernement doit rester dans cette lancée-là. Vous voyez, c'est la première fois. Et vous voyez combien de fois ça sidère. Vous voyez combien de fois c'est beau. Parce que pour la première, on a connu les résultats du BEPC avant même la que le baccalauréat ne se tienne. C'est une innovation. Déjà, tous les enseignants d'éducation physique et sportive, depuis 7 heures, et il a été rappelé depuis le week-end dernier qu'ils doivent répondre exactement à 7 heures, sans quoi ils seront remplacés. Et Dr Koudou a dit, nous, le DEC a insisté là-dessus, que ce soit ces enseignants-là, que ce soit les professeurs d'anglais, les professeurs d'allemand, ils étaient tenus. Et depuis 7 heures, faites un tour dans les centres de composition ce matin, vous verrez qu'il y a des gens qui sont déjà à l'œuvre. Une semaine après la phase écrite du BEPC, la correction a débuté. Et 2 semaines plus tard, on a connu moins de 2 semaines plus tard, on a connu les résultats. Et c'est ce qui s'est toujours passé dans la sous-région, dans les pays qui nous entourent pour la plupart. Et donc, vous voyez, petitement, l'école béninoise est en train de reprendre sa place de quartier latin. C'est cela. Et puis, nous allons demander au ministre d'aller plus loin dans les réformes. C'est vrai que dans les coulisses, ça se dit, mais il faut que ça se pratique. Vous savez, ce qui fait la force d'un certain nombre de collèges d'enseignement privés au Bénin, et à Cotonou en particulier, c'est que à la fin à l'issue de ces examens, les enseignants sont appréciés par rapport à leur performance et ils ont des sources de motivation. Vous savez, ça motive davantage l'enseignant parce que n'est pas enseignant qui veut, mais qui peut. Et donc, au regard des performances de chaque enseignant dans les classes, dans la discipline que l'enseignant a à sa charge, donc il faut voir au regard des relevés des candidats. Ça se fait dans les collèges privés et donc ça peut se faire également dans le système, dans le cours secondaire public. C'est possible. C'est possible au regard des performances que les candidats ont réalisées. On peut mettre là-bas à 50% lorsque il y a plus de 50% de l'effectif qui a obtenu la moyenne dans cette discipline-là. L'enseignant peut être récompensé. Ça peut toujours ne pas être de façon pécuniaire, mais à travers une lettre de félicitations, c'est toujours bon pour le moral et ce serait tant mieux pour le système éducatif béninois que nous espérons être un système corrigé, épuré et pour le bonheur des enfants. Très bien. Le jeudi dernier, le gouvernement du président Patrice Talon a pris une décision à l'occasion du Conseil des ministres, c'est de construire 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW. Ce projet s'exécute en application du plan directeur du secteur de l'énergie mis en place par le gouvernement et qui intervient dans le cadre du programme Millennium Challenge Account 2. Elia Djeran, de quel œil voyez-vous cette décision du gouvernement? Je crois que il n'est plus à démontrer pour personne qu'au fait que le Bénin, depuis quelques années, était assujetti à certaines difficultés énergétiques. Et déjà, depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, plusieurs efforts ont été déjà enclenchés dans ce sens pour pouvoir au moins assurer une certaine autosuffisance énergétique. Parce qu'on ne peut pas parler de l'industrie, on ne peut pas parler en réalité du développement sans l'énergie. Je crois qu'en réalité, alors que nous avons en réalité d'autres, c'est-à-dire d'autres atouts naturels, environnementaux, et pour pouvoir au moins favoriser, au moins bénéficier de notre environnement, de notre aspect naturel, pour pouvoir aussi transformer cette énergie-là. C'est dans cette perspective-là, je crois que le gouvernement a bien voulu aussi développer le pôle donc, du secteur solaire. Je crois aujourd'hui qu'avec l'installation de ces centrales photovoltaïques, ça viendra également compenser le vide énergétique qu'on avait dans le secteur parce que le Bénin depuis toujours a fait recours au Nigeria, au Ghana, toujours pour plusieurs c'est-à-dire quantités énergétiques sans pour autant être satisfait. Je crois que ces besoins-là viendront donc compléter ces déficits. Je crois que ces autres localités aussi qui ont été donc identifiées sont faites à dessein. Parce que figurez-vous, Boyikon, Parakou, Djougou, Natitengu sont également déjà avec le découpage territorial. C'est des villes qui sont en train de connaître, c'est-à-dire c'est des villes qui bientôt seront en statut particulier. Figurez-vous, Boyikon qui
souhaite aussi développer une grande ville carrefour, qui a bien voulu aussi développer d'autres aspects économiques, mais qui n'a pas une certaine indépendance énergétique. Ça va créer un véritable problème. Donc je me dis que c'est déjà une grande, un grand avancement dans ce secteur-là, de vouloir aussi doter aujourd'hui ces communes-là de ces différentes centrales. Je me dis aussi que c'est tout le Bénin en réalité qui sortira gagnant, parce que peu à peu, certainement, c'est une phase. Ce n'est pas que terminé. C'est déjà plusieurs projets qui ont été déjà négociés avec la France par le passé. Le MCA, c'est déjà un projet qui est en cours. Je me dis qu'en fait, qu'avec ce financement, le Bénin est en train donc de sortir progressivement donc de ces difficultés en matière énergétique. Alors, Abel Dako, Djougou, Parakou, Natitengu et également Boïkon, quand on sait que Boïkon et Djougou, c'est des villes carrefour, c'est quand même quelque chose qui est bien pour l'économie de ces communes-là. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, parce que après pratiquement 60 ans d'indépendance, on ne peut pas continuer à dépendre des autres énergétiquement. Ce n'est pas possible. Et c'est là que ce gouvernement est à saluer à plus d'un titre. Vous savez, il y a 5 ans, nous avons réalisé un documentaire pour le compte de la chaîne dont nous sommes le correspondant au Bénin. Nous avons fait un point de ce que l'énergie est au Bénin. Et c'est inconcevable de savoir que juste à côté de nous, même à Cotonou, lorsqu'il y a de petits pépins, allez, c'est parti, pratiquement toute la ville est dans le noir. Oui. C'est carrément une situation d'insécurité qui ne dit pas son nom. On ne peut pas continuer à évoluer de cette façon-là à partir du moment où le Bénin désormais, puis ça va être fait parce que connaissant la témérité, connaissant la détermination de ce gouvernement, il n'y a pas de raison qu'on doute un seul instant de l'effectivité de ce projet-là. Et donc du coup, quand ça va être désormais chose faite, le Bénin pourra être véritablement autonome par rapport au Ghana dont il a parlé en l'occurrence. Parce que, vous savez, lorsque vous dépendez des autres, il faut toujours attendre leur décision, il faut toujours espérer que ceux-là ils finissent d'en avoir suffisamment avant de vous en donner. Parce que le travail que nous avons fait, le reportage que nous avons fait en son temps, nous sommes parvenus au fait qu'il faut que le Ghana ait suffisamment d'énergie pour pouvoir en donner au Bénin. Vous vous rappelez également cette année-là où il y a eu cette insuffisance en énergie, où on a dit, bon, le Ghana a connu quelques difficultés. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, où tout le monde se plaît à le dire. Quand le Nigeria, tout ça, c'est le Bénin qui en remet, par exemple, oui. Et on s'y plaît à le dire. Non, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Et donc, je pense que cette situation permettra au Bénin de connaître véritablement une auto-dépendance vis-à-vis donc de l'alimentation en sources énergétiques, etc., parce que désormais les foyers, les enfants, puisque vous savez, c'est une chaîne. Plus on est autonome et nous avons suffisamment d'énergie, parce que ça fait partie des facteurs dont on n'a toujours pas parlé. Lorsque le fonctionnaire, pour être performant au boulot, il faut qu'il trouve un certain nombre de conforts, parce que le travail ne se fait pas toujours au boulot, hein. Le travail se fait en amont, à la maison. Pour ce matin, vous n'avez pas fait ce travail ici. C'est un travail qui se fait à la maison d'abord. Il faut avoir de l'énergie pour faire des recherches, etc., etc. Et quand on sait que, par exemple, pour aller sur Internet, pour faire des recherches, il faut que son ordinateur ou encore son portable soit très bien chargé. Donc vous voyez, c'est tout un lien, c'est toute une chaîne et on en a vraiment besoin. Pas de développement donc du pays sans énergie électrique. Absolument. Et il faut le rappeler, c'est une puissance totale de 50 MW répartie comme suit: Boïkon 15 MW, Parakou 15 aussi, Djougou 10 et Natitengu 10. C'est une façon aussi de profiter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de notre climat. Nous avons abondamment du soleil ici, mais on n'arrive pas forcément à en profiter. On trouve ça peut-être comme une punition naturelle. Elia Djeran, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de commencer à investir dans les énergies renouvelables? Exactement. Déjà même, je crois que les vrais ingénieurs en production énergétique l'ont même révélé. Que déjà en réalité, sur 2 mètres carrés en réalité d'installation de panneaux photovoltaïques, ça veut dire qu'il y a près de 1200 MW d'énergie naturelle produite. Et déjà aujourd'hui, nous sommes au Bénin et on comprend qu'aujourd'hui, avec nos énergies naturelles, toujours recherchées au niveau donc, du Ghana, on a près donc de 100 MW qui nous a été donné, alors qu'on a un besoin total donc, de 240 MW. Donc en réalité, ça dit une diminution drastique donc, de 140 MW. Alors à ce niveau-là, on est obligé donc, de repartir l'énergie par zone.
où déjà aujourd'hui on dit que c'est à papa qui a l'énergie peut-être pendant 1 heure, etc. Donc je crois qu'avec toutes ces mesures, on est en train de redonner la nouvelle place du naturel dans le quotidien pour la valorisation économique. Parce que figurez-vous, on ne peut pas être déjà dans la zone ouest africaine où déjà le soleil brille à longueur de journée. Nous avons déjà les rayons ultraviolets qui nous parviennent et il nous suffit juste d'adapter juste un petit équipement pour bénéficier de ce naturel, pour produire ce que nous allons rechercher. C'est vrai que ça a un coût, visiblement, les équipements. Aujourd'hui, l'État même aussi doit ambitionner, ensemble avec son partenariat avec le programme du MCA, baisser, c'est-à-dire procéder à la désactation donc, des différents produits. Si on essaie donc de les détaxer, progressivement, on pourra donc importer plus les équipements et déjà les installer dans toutes ces zones. Et figurez-vous, c'est fait à dessein. On ne peut pas aujourd'hui comparer toutes les communes aujourd'hui. C'est vrai que quand on prend Boyicon, on prend Parakou, je le rappelais tout à l'heure, ça respecte aussi la norme donc, de la configuration de notre plateforme organisationnelle en matière donc, de recoupage territorial. Parce qu'aujourd'hui, Boyicon, c'est une grande ville qui aujourd'hui dessert beaucoup d'autres pôles. Et en matière économique, si on a voulu aussi faire accroître certains autres volets économiques dans ces zones-là, il faudrait aussi que cela soit véritablement donc autonome, ces villes-là soient autonomes du point de vue énergétique. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui, surtout donc du secteur secondaire, sans l'énergie. Ce n'est pas ça qui viendra forcément le dire, mais il faudrait d'abord la question de la sécurisation. Si déjà dans nos vents, dans nos ruelles, dans nos maisons, etc., on n'a pas de l'énergie de façon suffisante, figurez-vous, on ne peut pas. À n'importe quel instant, 24 sur 24, on peut développer le secteur économique à tout moment si nous avons de l'énergie permanente. Figurez-vous, quelqu'un qui sort du boulot dans un pays très développé, il sort du boulot à 20h, il peut dormir entre 20h et 6h du temps, se réveiller à 4h du matin et être déjà sur d'autres fronts. Mais si tout cela n'est pas fait, un délinquant qui est déjà dans les ruelles peut dire, il aura peur. Donc, toutes ces zones-là. Et figurez-vous, si on passe aujourd'hui dans toutes nos communes, on a installé des panneaux solaires qui illuminent aisément à tout moment. Et déjà, même dans les quartiers, cela aussi a un impact sur le rendement scolaire que nous avons aujourd'hui. Figurez-vous quelque part dans les collines, peut-être à Momouti, où peut-être on n'a pas de l'énergie. Et l'enfant n'est que peut-être là avec sa lampe top et sa lampe torche, ne peut pas étudier. Mais avec ça, il peut rester là, veiller en 4 heures, apprendre aisément, sans pouvoir avoir donc de la lumière chez lui. Donc c'est une nouvelle politique pour développer déjà les petites, nos contrées. Donc je crois que ça a de grands impacts et on ne peut que saluer l'effort de ce gouvernement qui comprend aujourd'hui la difficulté de sa population et qui s'y investit au quotidien pour pouvoir transformer les choses. Abel Dako, il est à espérer que ce projet soit étendu à toutes les communes du Bénin. On commence par quelque part un jour, l'enfant qui marche a commencé par poser les premiers pas un jour. Donc on ne peut pas tout demander au gouvernement de la rupture en un rien de temps. C'est déjà un gros effort. Vous avez vu et vous avez bien fait de le rappeler, c'est les villes stratégiques qui ont commencé par être dotées donc, de ces réformes-là. Les autres vont suivre petitement. Déjà, ça va être une phase expérimentale et voir ce que on va en faire. Moi, j'ai la ferme conviction que ça va être une réalité par rapport aux autres villes qui restent. Parce qu'une chose est certaine, il faut veiller à ce que le projet soit réalisé et il faut veiller donc aux installations. C'est le plus important parce que dans ce travail que nous avons fait également, vous savez, la mauvaise foi fait que lorsqu'on installe ce matériel-là, il n'y a que des Béninois de mauvaise foi vont scier les poteaux, vandaliser et ils en extraient les batteries. Et prennent même les câbles. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas finalement. C'est comme Frantz Fanon l'a dit, le mal dont souffre l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Le mal dont souffre le Bénin, j'ai envie de le paraphraser, c'est le Béninois lui-même. Donc lorsque ces installations vont être faites, il faut que des suivis puissent accompagner. Mais c'est finalement des suivis puissent accompagner donc cette belle initiative pour que ça puisse durer dans le temps. Et donc encourager l'État béninois et également le partenaire à continuer dans ce sens-là pour le bonheur des populations. Parce que ça ne sert à rien qu'on installe tout ce système pour qu'un camionneur les détruise en un rien de temps. C'est vrai que l'installation en elle-même ne va pas en personne, toute personne ne pourra pas l'approcher, mais il faut drainer
l'énergie électrique vers les centres-villes. Ça se comprend à travers les installations de petits panneaux, etc., dans nos villes. Il faudrait donc pas que les Béninois les vandalisent pour un rien ou pour des sauts d'humeur comme on en a l'habitude d'en voir régulièrement. C'est une question fondamentale. Abel Dako, vous savez que les énergies renouvelables font partie des ODD et même à l'occasion des grands sommets, les gens réfléchissent justement sur ces différentes questions-là. C'est des efforts que le gouvernement fait dans ce sens comme ça, non? Tout à fait. Au-delà d'une simple question d'énergie, mais est-ce que ce n'est pas des pas qu'on pose dans la tête des ODD? Il n'y a pas à réfléchir 1000 fois. Ce sont de grands pas que le Bénin est en train de poser pour répondre présent au rendez-vous de la mondialisation et de la globalisation à travers, vous savez, on a eu de ministères qui s'est chargé des ODD, des ODM en République du Bénin, mais à quoi ce ministère a servi véritablement? Nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie aujourd'hui, mais l'essentiel, c'est ce qu'on peut lire à travers ce gouvernement, sa bonne volonté, sa bonne foi d'agir sans toujours faire du bruit. Et c'est ça qui est à l'actif de ce gouvernement, parce qu'on n'a pas besoin de ministère s'occupant donc de ce secteur-là avant de répondre présent au rendez-vous, parce que si vous voulez aller autour de cette table-là aujourd'hui, vous n'avez pas de raison de ne pas tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Et pour moi, et pour donc également les partenaires, ça ne s'entend pas qu'un pays comme le Bénin puisse disposer véritablement de ressources énergétiques propres. Ça ne s'entend pas. D'accord, ça va aussi créer des emplois, justement, parce que déjà même après le Conseil des ministres, ça a été bien rappelé. Ça sera réalisé dans un cadre de partenariat public-privé. Public-privé, les PPP, justement. Donc vous voyez un peu, ça va aussi créer de l'emploi. Et déjà les entreprises spécialisées dans ces installations-là pourront donc soumissionner, gagner donc le marché, toujours dans la transparence, parce que déjà tout se passe désormais dans l'équité. Et déjà encore là, la différence, c'est que même ces mêmes entreprises qui gagneront désormais ces marchés-là ont également des obligations parce que c'est leur financement. Ils sont appuyés déjà par une institution internationale, c'est un paramètre. Donc je crois qu'en fait aujourd'hui, ça va aussi impacter favorablement le quotidien de nos citoyens. Ça soit dans une commune, certainement, en voulant le faire, ces jeunes-là, au moins les petits jobs occasionnels pourront donc être gagnés. Et c'est ça en réalité. Quand on dit qu'on veut une vitalité de l'économie, c'est aussi ça. Il ne faut pas tout centraliser quelque part. Il faut les décentraliser, il faut les déconcentrer. Permettre en réalité à chacun et aussi employer, c'est-à-dire exploiter les ressources locales. Parce que déjà, si aujourd'hui, on a déjà de la compétence ici au Bénin et les gens, les Béninois sortent pour aller expérimenter leur potentialité ailleurs, c'est pas intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les occasions sont offertes par le gouvernement de la rupture pour permettre aux Béninois de pouvoir mieux s'affirmer, de se révéler comme on le dit. Et je crois que c'est véritablement. Et c'est véritablement aussi un problème, c'est-à-dire un effort pour répondre, bien évidemment, donc au rendez-vous du grand sommet des ODD, qui exige que désormais, dans les pays en voie de développement, chacun puisse essayer de faire un effort de s'autonomiser du point de vue énergétique. Je crois qu'on peut bel et bien préciser qu'il y a les prescriptions, on peut les rappeler, mais s'il n'y a pas une politique interne, il n'y a pas une volonté de pouvoir en réalité atteindre ces objectifs, rien ne peut se faire. Comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a eu des ministères consacrés exclusivement aux ODD, mais rien n'a filtré de façon spécifique. Ça voudrait dire qu'on peut avoir en réalité la même magique. La même magique, ce n'est pas de façon extraordinaire, mais c'est de la méthode, c'est de la rigueur, et cela s'obtient aisément. On est en train de le constater, que déjà beaucoup de choses se font, et en sourdine, ça dit sans grand bruit, mais les impacts sont directs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est déjà un grand effort qui est en train d'être fait, et que depuis quelques années, ces communes-là aussi, bon, c'est-à-dire la phase expérimentale pourra donc se faire illustrer, et déjà les autres communes, certainement, ont déjà soif d'espérer que cela aussi, ça dit qu'on se rappelle d'ici quelques peu. Alors, cela renforce, est-ce que cela ne renforce-t-il pas la volonté du gouvernement de vraiment amener le Bénin à une dépendance énergétique, quand on sait qu'il y a quelques mois, Maria Gleta 2, 120 MW a été mise en service? Abel.
c'est une volonté manifeste. C'est une volonté manifeste dont on ne doute point aujourd'hui de la ténacité et de la rigueur à vouloir permettre une autonomie du Bénin. Vous savez, le chef de l'État est bien droit dans ses bottes parce que pour lui, ça ne s'entend pas. Et c'est l'avantage que nous avons par rapport à ce régime. Lorsque vous avez connu plusieurs contrées du monde et vous savez comment les gens fonctionnent, où les gens sont partis de nulle part pour devenir quand même des pays qui s'imposent aujourd'hui à travers le monde. Il n'y a pas de raison de rester à la traîne en voulant toujours tendre la main, à vouloir toujours espérer des autres. Une volonté manifeste est là donc de permettre au Bénin d'être véritablement autonome pratiquement sur les secteurs vitaux, les secteurs les plus essentiels qui permettent à un pays de pouvoir se hisser au rang des grandes nations. À partir de ce moment, donc, lorsque le Bénin va avoir son autonomie en énergie, tout le reste viendra. Parce que l'énergie, en termes, nous l'avons démontré tout à l'heure, la vitalité de plusieurs secteurs, à savoir le secteur de l'éducation, le secteur de la sécurité. Il a fait une très belle démonstration. Lorsque vous savez que vous ne pouvez pas sortir à partir de 6 heures du matin, je vous en prie, à partir de 6 heures du matin, vous ne pouvez pas sortir d'un certain nombre de quartiers de Cotonou et périphériques parce que lorsque vous n'attendez pas que 2, 3 personnes commencent par sortir et que vous sortez très tôt, vous allez être confronté à des difficultés. Lorsque dans un pays, on est en train dans les hôpitaux, il faut assister tout le temps à des coupures alors qu'on est en train d'opérer des gens, on est en train de travailler sur des corps, ça ne rassure pas. Parce que figurez-vous, je me souviens très bien des spécialistes et des démonstrations ont été faites. La plupart des grands médecins à Paris, ce sont des Béninois. Et ils l'ont dit il y a des années, même si on me paye 3 fois le salaire que je prends à Paris, je ne rentrerai jamais chez moi travailler parce que le matériel n'existe pas, parce que les plateaux techniques n'existent pas. Au nom de tout cet ensemble-là, il y a l'énergie qui pose problème. Oui. Il y a l'énergie qui pose problème. Donc on ne peut pas vouloir... Le sous-bassement de tout ça, c'est l'énergie. C'est l'énergie. C'est l'énergie. La santé, la sécurité, l'éducation, tout ce que vous voulez, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Il suffit qu'on coupe maintenant et nous allons nous retrouver dans le noir. Vous allez forcément vous confronter à cet exercice très compliqué là en présentant des excuses, en espérant que l'énergie revienne très tôt ou que le groupe individuel de la maison puisse prendre. Vous voyez, c'est des choses que le Bénin est en train de corriger petitement. C'est des années de retard qu'on est en train de rattraper petitement. Et c'est tout à l'actif de ce gouvernement qui veut forcément que le Bénin puisse être hissé au rang des grandes nations. On ne peut que l'accompagner. Merci infiniment, vous, Abel Dako, correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria, d'avoir participé à la causerie de ce matin. On vous retrouvera certainement sur ce plateau très prochainement. Ce sera avec le même plaisir. Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Elie Adjérand, merci aussi d'avoir participé à la causerie de ce lundi. Bonne semaine à vous.